Alors dès que je pars en Syrie, c'est en 2012, été 2012, et je sais déjà que je pars sur un terrain de guerre beaucoup plus difficile que la Libye, puisqu'a priori il n'y a pas de zone libérée à ce moment-là. Euh, la seule zone qui a été à un moment vraiment libérée, c'était le quartier de Baba Hammer à Homs, et ils se sont tous fait écraser. Et, les journalistes euh, qui se sont retrouvés là-bas, un certain nombre sont morts, et d'autres ont été exfiltrés avec un coût important pour l'armée libre qui s'est chargée de cette exfiltration, paraît-il. Et donc, dès que je pars là-bas, c'est pour des raisons diverses. Une des raisons, c'est que j'ai envie de rencontrer une situation qui est plus structurée politiquement, parce que je suis pas mal resté sur ma faim en Libye. J'ai pas réussi à faire parler cette situation. J'avais pas du tout les outils nécessaires pour ça, des outils idéologiques, de compréhension, d'idées. Et la solution la plus simple, en fait, c'est au lieu d'acquérir ces outils-là, tout simplement, au lieu de chercher mes clés là où je les ai perdues, je vais les chercher là où il y a de la lumière, là où je crois qu'il y a de la lumière, c'est-à-dire en Syrie, dans une situation plus que je crois plus à l'image de ce qu'on a en Occident. Et évidemment, c'est faux, même si pour le coup la situation est plus structurée politiquement. Lors de ce premier voyage, ces opposants de la première heure, ces démocrates, etc., ces intellectuels surtout, je ne les rencontrerai pas. Et un des buts que j'avais aussi, c'était de forcer une certaine intervention en Syrie, euh, ou en tout cas de la rendre possible. À l'époque, après Baba Hammer et avant l'attaque sur Damas et sur Alep, il y a extrêmement peu de journalistes en Syrie, étrangers. Euh, c'est un moment un peu creux tout simplement dans l'actualité. C'est pas considéré comme intéressant. Les journalistes étrangers ils peuvent être très réactifs, mais en général ils partent aussi pour des courtes durées. Donc là il y a un peu personne. Et pour moi c'est important de laisser cette possibilité au moins de savoir ce qui s'y passe. Donc je pars dans une idée du journalisme très classique. Et du coup, ça me semble aussi important sur place de, euh, de cette fois-ci parler à un maximum de personnes, donc de passer par la presse professionnelle. J'envisage même pas de gagner de l'argent à l'époque, c'est intéressant. Je veux juste en fait parler à beaucoup de monde. En réalité, je gagnerais de l'argent, j'en gagnerais même beaucoup plus que ce que j'aurais pu espérer. Une dernière chose aussi que je voulais faire, c'est que j'avais manqué de prendre une certaine place en Libye, puisque à la fin de mon voyage, en fait, il m'avait été proposé de rester là-bas et de m'intégrer à des structures de médias qui étaient vouées à durer plus longtemps. Et je n'ai pas compris immédiatement, je n'ai pas compris en quoi j'aurais pu me fabriquer une place et la prendre, en quoi j'ai été invité à faire ça. Et j'avais le regret de ne pas avoir pris cette place-là, de ne pas m'être impliqué davantage dans cette révolution. Et en gros, je voulais me rattraper un petit peu dans une révolution qui avait peut-être plus besoin d'attention que la révolution libyenne à ce moment-là. Et, euh, et donc je pars, je rencontre l'ALS, l'armée libre syrienne en Turquie. Ils me font passer la frontière clandestinement.
et puis voyager un petit peu, jamais sur les routes régulières, mais entre les chemins, parfois en passant directement à travers champs, et dans tout le nord de la Syrie, dans toute la zone actuellement libérée. Au bout d'à peu près 2 semaines, je rejoindrai Alep, qui vient d'avoir été attaqué par la Liwa al-Tawhid, et j'y resterai à peu près 2 semaines, donc un mois en tout en Syrie pour ce premier voyage. Je rencontrerai donc pas ces militants très politisés que je comptais voir, même pas à Alep. Je rencontrerai des gens qui me feront beaucoup réfléchir sur cette notion-là, sur ces notions-là, de ce qu'est un petit peu l'enjeu politique de la révolution syrienne. Et pour ce qui est par contre des buts que j'avais poursuivis, disons, les buts assez pragmatiques, de rendre possible une intervention ou de forcer une intervention ou des dispositions de la communauté internationale, ça va être complètement ridiculisé, puisque je fais effectivement un reportage sur le massacre de Tremseh, mais ni ce reportage-là, ni aucun des reportages qui ont été faits par la suite sur aucun des massacres qui ont eu lieu en Syrie n'a fait bouger la position des Occidentaux d'un pouce, et Bachar el-Assad, disons, aura toujours le soutien tacite de la communauté internationale, si c'est pas le soutien actif pour ce qui est de la Russie. Donc à ce niveau-là, on peut dire qu'à pas mal de niveaux, c'est un échec. Mais disons que ça va faire un petit peu avancer ma réflexion. Et ce qui est important, c'est que je vais me faire pas mal d'argent, à peu près 9000 €. Et ça va me permettre d'étudier la philo pendant 1 an à Paris, et de me refaire aussi un matériel pour repartir en reportage. Et donc pendant 1 an, je vais étudier la philo et gagner un petit peu dans une capacité d'analyse de ces situations. Et du coup, dès que je retourne en Syrie au printemps 2013, bien ma vision des choses a beaucoup évolué, s'est beaucoup enrichi. Je repars avec un ami qui s'appelle Félix Poyer, qui est géographe, et on s'intéresse aux zones libérées, puisqu'à ce moment-là, on a des vraies zones libérées. Bon, il y a évidemment Alep, mais Alep, on n'envisage pas du tout d'y aller parce que on la considère comme trop structurée autour justement de l'activité des journalistes. Puisqu'il y a énormément de journalistes qui vont, il y a beaucoup de journalistes qui sont employés par des rédactions, donc ont énormément de moyens financiers, et du coup c'est mis en place autour de cette activité des journalistes, staff, toute une économie, toute une industrie. Et à chaque fois qu'un journaliste se pointe dans un groupe de combat ou un groupe média, on lui facture tous les services. Et à l'inverse, ça va même jusqu'à lui proposer des prestations, de le faire payer pour lui faire un tour en voiture, au cours duquel il pourra faire des photos dans des endroits sécurisés de personnes en train de tirer sur rien évidemment, puisque ces endroits sont sécurisés, en train de lancer des grenades, faire ce genre de choses, quoi. Et là, c'est un double problème, non, triple problème, parce que d'une, ça n'a pas d'intérêt du tout pour moi. C'est bien effectivement pour faire un reportage de 5 minutes d'avoir ce genre d'image, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Donc c'est pas intéressant, ça coûte de l'argent et j'en ai pas, ou j'ai pas envie en tout cas d'en dépenser là-dedans, puisque j'en ai un peu plus maintenant d'argent.
Et puis, surtout aussi, ça pose un vrai problème de sécurité. Parce qu'à partir du moment où des journalistes comme ça, des petits blancs, commencent à se balader avec énormément de cash sur eux, bah on assimile tout de suite ces gens-là à de l'argent. Et si ces gens-là se comportent, disons, en le distribuant à tout le monde et en attendant à ce que les gens, une fois cet argent reçu, se comportent euh, comme, comme leur boy, eh bien, ces mêmes boys n'hésiteront pas à leur piquer l'argent, ou en tout cas à les laisser tomber s'il y a un problème. Du coup, on peut, à la fois, on est obligé de donner de l'argent aux gens pour pouvoir circuler, mais on peut en même temps pas se fier aux gens. À partir du moment où on est un plan fric pour quelqu'un, il va pas prendre des risques pour nous. C'est pas que c'est méchant, mais ce serait juste stupide de prendre des risques pour 500 $. Quand on, quand on sympathise avec un groupe de combat, avec un groupe média, avec des journalistes locaux, qu'on décide de faire un reportage, qu'on le fait dans une optique révolutionnaire, d'une, ils vont pas nous demander d'argent, parce qu'ils considèrent que le fait qu'on vienne là-bas, qu'on prenne des risques est déjà suffisant, puisqu'ils considèrent que nous aider, c'est faire le travail qu'ils se sont donné, le travail révolutionnaire qu'ils se sont donné comme objectif. Et puis s'il y a un problème, par contre, ils sont prêts à aller très loin pour nous secourir, souvent à donner leur vie pour la nôtre. Donc on peut leur faire confiance. Alors que si quelqu'un fait ça pour l'argent, bah non, on ne peut pas avoir de confiance du tout. Et à ce moment-là, on commence voilà, à dire que bon, Alep, c'est fini, quoi, c'est mort. Donc on va dans deux régions, le Kurdistan syrien, qui n'est pas formellement libéré du pouvoir des Assad, puisque les Assad ont compromis avec les Kurdes pour que cette zone reste sous leur contrôle, ne fasse pas partie de la révolution, mais en réalité, pratiquement, elle est sous le contrôle des Kurdes. Donc on peut s'y déplacer de façon relativement sûre, en tout cas plus sûre qu'ailleurs en Syrie. Et puis on ira aussi à Raqqa, qui est la première capitale de gouvernorat qui a été libérée. Elle est libérée par le Jabhat al-Nusra en mars 2013, et nous, on ira là-bas à peu près mi-avril de cette année, donc peu de temps après sa libération. Et bon, je repartirai à un certain moment, j'y reviendrai, mais j'y resterai plus d'un mois en tout. Et c'est là-bas que je serai pris en otage en juin 2013. Alors à Raqqa, en fait, là je suis surpris puisque contrairement à ce qu'on aurait pu croire, l'élite intellectuelle syrienne était pas du tout n'était pas plus active dans les grandes villes comme Damas et Alep que dans les petites. Et Raqqa, du fait de son isolement, du fait du relatif tribalisme euh, qui structure la ville, offrait la possibilité d'un espace beaucoup plus sûr pour ces intellectuels. Et donc dès qu'on arrive, Raqqa est en pleine ébullition, il y a énormément de groupes de combat en ville qui ont des milliers de combattants, il y en a beaucoup. Les deux principaux sont le Jabhat al-Nusra et Har al-Sham, donc deux groupes très islamistes. Mais il y a plein de factions de l'armée syrienne libre, il y a plein d'autres groupes de combat plus ou moins islamistes, comme la Liwa al-Tawhid. Et au milieu de ça, il y a aussi plein d'activistes de plein de bords différents. Il y a à peu près une quarantaine de journaux, je dirais qu'il y en a 4 ou 5 qui paraissent vraiment régulièrement, c'est-à-dire à peu près toutes les semaines ou quelque chose comme ça. Il y a des groupes et des délégations qui viennent de l'ensemble du pays, qui viennent à Raqqa pour rencontrer les révolutionnaires, dans des réunions qui vont être plus ou moins confidentielles, puisqu'il y a des gens qui, après, retournent en zone contrôlée par le régime,
mais dans laquelle il dirige des groupes révolutionnaires. Et il y a toutes sortes d'associations qui se mettent en place, la plupart formées par des jeunes, souvent des très jeunes, hein, autour de 15 ans, en général moins de 20 ans. Il y a au moins une association féministe de Raqqa, mais il y a plusieurs associations féministes qui passeront, qui sont soit basées en Turquie, soit ailleurs en Syrie, et qui passeront par la ville pour présenter leur travail. Donc il y a toute une agitation, une émulation politique. Il y a des groupes qui sont très focalisés, très sérieux sur des sujets politiques, en particulier un groupe qui s'appelle Hakuna, qui a été fondé dans le but, et uniquement dans le but, d'organiser des élections les plus démocratiques possibles à Raqqa en vue de doter la ville d'un conseil de ville, d'autorité politique. Et beaucoup d'autres initiatives sont plus confuses, n'ont pas forcément un but précis, n'ont pas forcément des actions très politiques ou très pratiques, n'ont pas forcément un plan d'action, mais elles rassemblent un petit peu toutes les sensibilités. C'est pareil, les journaux, pas mal de journaux sont plutôt effectivement plutôt démocrates, dans un sens classique, et démocrates laïques, mais il y a aussi des journaux islamistes. Il y a un journal auquel coopèrent deux anciens avocats avec qui je vais beaucoup traîner, qui s'appellent Khudayfa et Walid, qui étaient considérés comme assez proches de ce groupe de combat qui s'appelait Harar al-Sham, et qui était très particulier à l'époque à Raqqa. Et une chose justement que je commencerai à faire, c'est essayer d'écrire dans ce journal-là. Ça me paraissait intéressant, parce que d'abord c'était un des journaux qui était le mieux distribué, qui était le plus régulier. C'est un journal qui était bien connu, je m'entendais très bien avec les auteurs, c'est des gens qui étaient résolument pour un pouvoir qui ait une dimension religieuse, donc des vrais islamistes dans le sens du terme, mais qui étaient aussi clairement pour un pouvoir qui soit démocratique. Ils ne voulaient pas d'une dictature. Sans forcément savoir quelle forme ce pouvoir pourrait prendre. Mais c'était leur sensibilité, c'est des gens qui étaient très très musulmans. Hein. Quand on se baladait dans la rue et qu'il y avait des morceaux de pain par terre, même dégueulasses, même s'il y avait tout un pain entier qui avait été éparpillé en mille morceaux, ils prenaient le temps de tout ramasser et de mettre sur le côté. C'est la tradition. Mais c'était des gens honnêtes. J'ai pas réussi à retrouver leur contact depuis. Je désespère pas de le retrouver un jour. Et donc j'avais fait une caricature pour paraître dans leur journal, et j'avais commencé un article que j'ai pas eu le temps de leur proposer. Et on avait beaucoup discuté de cette caricature. Pour certains, elle était très claire, pour d'autres, elle était un peu plus confuse. Pour certains, elle était très parlante, pour d'autres moins, c'est pareil. On a eu pas mal de discussions très chouettes à ce sujet-là, et à d'autres d'ailleurs. Je m'étais interrogé beaucoup sur la place qu'il y avait à prendre à Raqqa, parce que la particularité aussi, c'est que ce qui était extrêmement grisant, mais extrêmement dommage, c'est que j'étais le seul occidental dans la ville. Et c'était compréhensible, puisque les seules choses qu'on lisait sur Raqqa, je suivais l'actualité au jour le jour, c'était des articles très factuels, donc absolument vrais, qui je crois étaient publiés par The Guardian, ou je ne me souviens plus exactement, ou The Telegraph, je crois que c'était des articles du Telegraph, et qui relayaient tout simplement des déclarations qui étaient faites sur des sites djihadistes qui présentaient Raqqa pour ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout la réalité de Raqqa été 2013. Été 2013, effectivement, il a été annoncé la création d'un califat à Raqqa, il n'y avait aucune existence pratique, et si on disait ça aux gens dans la rue,
personne voyait de quoi on voulait parler, absolument personne, même à des combattants du Jabhat al-Nusra. Ça faisait référence à rien. À l'époque, la ville se structurait politiquement, il y avait plein de groupes qui faisaient des manœuvres plus ou moins obscures, plus ou moins publiques. En général, les gens ne savaient pas ce qui se passait. En ville, les gens du commun ne savaient absolument pas ce qui se mettait en place pour diriger la ville, ne savaient pas trop comment ça marchait, et s'y intéressaient pas trop non plus. Et les journaux, malheureusement, qui étaient en circulation, bizarrement, ça n'intéressait pas non plus à ce genre de choses. N'était pas du tout le vecteur par lequel la population aurait pu être informée de ce qui lui arrivait. Il y avait comme une espèce de démission générale de mettre en place des structures. Alors bon, si on lit Sora, on réalise aussi que la Syrie est aussi un espèce de désert du politique, même si, bon, contrairement à la Libye, il y a des partis politiques qui existaient, qui rassemblaient beaucoup de gens, il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu des syndicats, etc., qui ont vraiment fonctionné. Mais en général, les gens ont du mal à penser leur action en termes politiques comme on peut le faire ici. Et donc, ce qui se mettait en place, c'était que d'un côté, donc on avait un conseil de ville qui avait été plus ou moins formé de façon autonome ou spontanée, qui était dirigé par un avocat dont le nom est Abdallah Khalil, qui a disparu à peu près au moment où j'étais à Raqqa. Je ne me souviens plus de la date exacte. Qui a été pris en otage, vraisemblablement par le Jabhat al-Nusra. Et donc qui a commencé à exister avant la libération de la ville, qui a reçu de l'argent des autorités de la révolution syrienne, en exil au Caire par le Tilaf, qui a dépensé cet argent et qui a fait une conférence, qui a donné une conférence de presse à Raqqa, à laquelle j'ai pas assisté, mais un ami à moi qui s'appelle Rachad Kiwan y a assisté, et dans laquelle ils ont apporté, comment paraît-il, ils ont donné tous les éclairages qu'il y avait à donner sur l'utilisation de cet argent. Donc c'est des gens qui n'ont pas, je pense qu'on ne peut pas accuser d'avoir détourné l'argent. En revanche, ce qui embêtait les gens, c'est que ce conseil n'était pas très représentatif de Raqqa, et il avait été nommé et adoubé par le Tilaf sans qu'il y ait aucune concertation sur place. Alors ce qui s'est mis en place, c'est un deuxième conseil de ville, qui s'est lui aussi un peu auto-nommé, mais qui avait peut-être des assises plus importantes au sein des communautés et des tribus de Raqqa. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où la ville est libérée, le Tilaf, donc, lui, ne reconnaît pas ce second conseil, et on comprend aussi qu'ils ne le reconnaissent pas. C'est des gens qui sont eux-mêmes proclamés deuxième conseil. Donc, plutôt que de rester dans un espèce de bras de fer entre ces deux conseils, ce qui est décidé, et là, Hakuna, cette association de jeunesse, jouera un rôle important, c'est de créer un conseil de ville qui, lui, sera à la fois reconnu par la ville et reconnu par les deux précédents conseils. Donc, qui devrait normalement être reconnu par le Tilaf. Il n'y a pas de raison que le Tilaf ne le reconnaisse pas, puisque c'est là le but même de cette reconstruction de la Syrie. Et alors, cette construction posera plein de problèmes, parce que il faut que les gens puissent voter, mais en même temps ça paraît très difficile de pouvoir faire voter les gens. Matériellement, c'est difficile il faudrait faire un recensement, il faudrait faire tout un travail bureaucratique énorme, c'est difficile à envisager. Pratiquement, c'est un énorme problème aussi, puisque
À l'époque, on a des bombardements tous les jours sur la ville, alors des bombardements au mortier qui sont un peu au hasard, mais des bombardements aériens aussi. Et les bombardements aériens, même s'ils n'ont pas lieu tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine, ils sont extrêmement précis. Et visiblement, il y a des informateurs au sol, en ville, qui donnent des informations à l'armée régulière, à l'armée du régime, pour pilonner des centres importants tenus par les révolutionnaires. En particulier, Har al-Sham, ce petit groupe de combat, enfin ce grand groupe de combat, pardon, Har al-Sham sera la cible de beaucoup de ces bombardements. Eux, ils ont à l'époque une attitude très très intrusive dans la vie politique de la ville, très intrusive, mais une politique à long terme. Ils essayent de se rendre en fait indispensables dans l'ensemble des services de la ville. Jabhat al-Nusra paraît beaucoup moins intrusif. Il va s'intéresser beaucoup aux prêches dans les mosquées, mais pas tellement au reste des activités civiles. Ils ont une attitude assez étonnante, assez étrange. Ils sont en ville, ils ont pris possession de la plupart des établissements bancaires, même s'ils n'ont pas mis la main sur les banques les plus importantes. Ils ont, semble-t-il, aussi vidé certaines administrations et une université qui est dans le nord du gouvernorat. Donc ils se sont fait un peu d'argent, et puis ils combattent pas surtout. Ils sont là, ils sont en ville, c'est un groupe qui rassemble énormément de gens. Ils ont quelques checkpoints, mais pas tous, c'est pas forcément les plus importants. Ils sont comme en position d'attente. Et donc pendant ce temps-là, on voit beaucoup plus une lutte, une compétition qui va se faire entre d'un côté les instances civiles, qui ne s'intéressent pas du tout à impliquer les instances militaires dans leur démarche, et des groupes de combat, en particulier Har al-Sham, qui met la main progressivement un peu sur tous les secteurs clés de la ville, mais qui le fait de façon tacite, un peu secrète, ou si c'est pas secrète, dans tous les cas, sans demander vraiment l'avis de personne. Et au milieu de tout ça, voilà, le Jabhat al-Nusra qui a cette présence-là, un peu lourde. Les gens s'en méfient beaucoup. Ils ont fait quelques coups. Ils ont arrêté un certain nombre de gens qu'ils ont amenés au... Donc les institutions de justice à l'époque sont tenues par justement la Har al-Sham. Et eux vont... Disons qu'ils ont emprisonné des gens, on ne sait pas trop où, mais pour l'instant personne ne s'en plaint. Des gens qui faisaient partie de groupes de combat islamistes ou non, qu'ils ont accusés d'avoir commis des crimes crapuleux. Notamment, ils ont arrêté, ils se sont attaqués à un groupe qui s'appelle Liwa al-Rahman, si je me souviens bien. Je ne me souviens plus si à l'époque déjà ils ont attaqué un autre groupe qui s'appelle Asifatou Shamal. En tout cas, ils ont attaqué la Liwa al-Farouk, dont on sait que c'était un groupe complètement véreux, même pas seulement à Raqqa, ailleurs en Syrie. À Raqqa, ils ont été accusés d'avoir enlevé 2 docteurs en médecine syriens pour réclamer une rançon. Et surtout, ils ont hissé un drapeau au centre de la ville. Ils tiennent l'immeuble du gouvernorat, donc qui était le siège du pouvoir politique à Raqqa, un des sièges principaux, qui est au centre de la ville, qui est un énorme bâtiment, et en face il y a un très grand mât avec un drapeau qu'ils ont hissé, qui est un drapeau noir avec des versets du Coran, mais pas la profession de foi.
Il ne s'agit pas du la 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 la, il ne s'agit pas non plus du drapeau de l'œil avec le sceau de Mahomet. Non, c'est 3 versets du Coran. Et justement, ils vont dire oui, on a hissé ce drapeau, mais c'est pas le drapeau islamiste, c'est des versets pour rendre hommage aux martyrs, ce genre de choses. En réalité, les intellectuels, donc qui sont très nombreux à Raqqa, qui se réunissent dans cette espèce de café qui est un peu la caricature de ce qu'on pourrait qualifié d'esprit gauchiste ou bobo, qui a un café au nom de Apple, Apple Coffee, avec la pomme, etc., qui est dessinée partout, machin, la pomme de Macintosh. Et donc tous les intellectuels qui sont rassemblés là, eux considèrent ce drapeau comme ce qu'il y a de pire. Je me souviens d'un qui avait toujours l'art de la formule, qui me dit, tu vois, ce drapeau, c'est notre linceul, c'est la mort de la révolution, c'est notre échec. Il voyait bien qu'il y avait un problème avec ça. Il y a beaucoup de discussions, il y avait un article très intéressant qui avait été publié là-dessus d'ailleurs. Et une partie des organisations de jeunesse vont toujours essayer soit de remplacer ce drapeau, soit de mettre un drapeau de la révolution plus grand. D'abord, ils veulent le mettre sur les antennes radio de la ville qui sont très grandes et qui sont plus grandes que ce mât-là, mais qui sont à côté du mât, donc histoire de mettre un drapeau plus grand et plus haut que ce drapeau-là, mais qui soit un drapeau de la révolution syrienne avec les 3 étoiles. Et puis évidemment, la station radio est tenue par le Jabhat al-Nusra qui va leur dire non. Sans plus d'explications, ils vont se dire que oui, c'est pour des raisons de sécurité, etc. C'est pour pas que la station radio soit démolie. Enfin, en même temps, la station radio sert à rien puisqu'il n'y a aucune émission, il n'y a rien, mais bon, voilà. Et puis ils veulent l'accrocher ailleurs, et puis finalement ça se fera pas, etc. Mais il y a toute une lutte symbolique qui recouvre un bras de fer en fait plus fondamental. Le Jabhat al-Nusra qui deviendra qui deviendra quand même en majorité l'État islamique. Bien, les personnes qui combattent dans ce groupe-là vont passer quasiment toutes à l'État islamique quelques mois plus tard. Eux, en fait, ils osent pas tellement au départ prendre d'initiative. Ils ont mis la main sur des secteurs clés, ils tiennent un certain nombre de boulangeries en ville, ils ont mis la main surtout sur le trafic d'essence. Et ils font fonctionner ça. Et ils se limitent à ça, et puis à tenir des lieux, tenir des banques, tenir des choses comme ça. Et un peu, c'est la situation qu'on a. Alors, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est d'explorer un petit peu ce monde des activistes syriens, la façon comme ils se structurent, les formes que va prendre leur travail, comment ces gens-là vont construire leur pays et quel pays ils vont construire, quelle forme de pouvoir ils vont mettre en place, quelle forme d'organisation ils vont mettre en place, quels sont les rapports entre eux. C'est ça en fait qui m'intéresse le plus, et aussi comment ils vont gérer ce problème de concurrence avec ces groupes-là, parce qu'eux ils n'ont pas d'argent, mais ils manquent de tout, quoi. Si on leur donne 10 $, c'est le bout du monde pour eux. Alors que les groupes de combat en question ont énormément d'argent. Ils sont peu nombreux aussi. Il y a beaucoup plus de combattants. Et les combattants obéissent à leur chef. Donc il y a une espèce d'efficacité des groupes de combat qu'ils ne peuvent absolument pas concurrencer. Ils sont beaucoup moins organisés, ils discutent de tout, etc. Ce qui est normal, mais ce qui les rend tactiquement moins efficaces. Ils sont très jeunes aussi, plus jeunes en général que les combattants, même si on trouve beaucoup de combattants très jeunes aussi. Et puis aussi, ils n'ont pas d'armes. Donc ça change quand même la donne, quoi. Ils font peur à personne quand même, ces gens-là. Ce qui retient encore énormément les gens, c'est que bon, Raqqa est une ville très tribale. Donc on ne sait pas quelle peut être la réaction des tribus si jamais
si jamais on s'attaque à ces jeunes-là. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été fort même contre Bachar. Bachar a jamais osé réprimer les manifestations à Raqqa avec la même force qu'il l'a fait à Damas ou à Alep. Raqqa est tombé peut-être beaucoup plus facilement que ça, justement parce que par l'intermédiaire des tribus, la répression a été un peu moins brutale. Certes, ils ont tiré sur les manifestations, ils ont arrêté des gens, ils ont torturé des gens, mais ça a été beaucoup moins, quand même beaucoup moins brutal, beaucoup moins systématique qu'ailleurs. En fait, on est vraiment au moment clé où la césure se fait. C'est-à-dire que quand je suis à Raqqa, même plutôt à la fin de mon séjour, on a des déclarations sur des sites islamistes radicaux de Abu Bakr al-Baghdadi qui déclare que Al-Qaïda en Syrie, donc le Jabhat al-Nusra, et Al-Qaïda en Irak, donc l'État islamique, enfin ce qui deviendra l'État islamique, se fusionnent et deviennent l'État islamique. On a Abu Omar, je crois, al-Jolani, chef d'Al-Qaïda en Irak, chef d'Al-Qaïda en Syrie, pardon, Abu Omar al-Jolani, chef d'Al-Qaïda en Syrie, déclare que non, lui, son chef à lui a rien dit, et son chef c'est pas Abu Bakr al-Baghdadi, c'est Ayman al-Zawahiri. Et Ayman al-Zawahiri dit bon non, pour l'instant on garde les deux organisations séparées. Et là on commence à avoir du grabuge, ce qui est quand même étonnant à ce niveau de hiérarchie, et surtout au sein d'Al-Qaïda, qui n'est pas un groupe dans lequel disons les ordres sont ouverts à négociation. Et Abu Bakr al-Baghdadi va plus loin, il dit bon bah non, on fait comme j'ai dit. Et là s'entame un espèce de divorce à l'amiable. Alors du point de vue de ce qu'on constate sur le terrain, à l'époque j'ai encore rencontré personne qui prétend être carrément d'Al-Qaïda. Donc on a du mal à voir quelle est la résonance réelle de ça dans les groupes islamistes. En même temps, des groupes comme Har al-Sham ou le Jabhat al-Nusra sont assez opaques. Certaines personnes vont parler, pas de problème, on peut rencontrer des émirs, et d'autres pas du tout en fait. Donc on a du mal à voir quelle est la cohérence interne du groupe, et surtout à combien ce genre de déclaration peut être vrai ou pas. Ce qui s'avère, c'est que pour la ville de Raqqa, c'est plutôt vrai en fait. Oui, les chefs de Jabhat al-Nusra à Raqqa se reconnaissent d'Al-Qaïda, et oui, ils se reconnaîtront après de l'État islamique. Et un peu donc avant d'être pris en otage, j'aurais un incident de sécurité à Raqqa, puisque sur les conseils d'un activiste syrien, on va pénétrer dans l'enceinte qui est un vieux bâtiment des services de sécurité, des services secrets d'Assad. Et on va tomber sur un camp d'entraînement pour enfants soldats du Jabhat al-Nusra. Et en fait, au cours de la discussion qui a lieu dans ce camp-là, on entend un combattant dire ici, c'est l'État islamique, c'est pas le Jabhat al-Nusra. Et c'est la première fois pour moi que j'ai vraiment quelqu'un sur le terrain qui se reconnaît de tous ces discours-là qui sont assez théoriques en fait dans cet état de choses. Parce que
Bah, en fait, comme on rentre sans y être invité, moi je pensais que la place était déserte. Et on rentre, et puis par un endroit qui n'est pas surveillé, auquel il pensait pas par lequel il ne pensait pas que quelqu'un rentrerait, et puis on tombe sur un camp d'entraînement pour enfants soldats, et il souhaitait absolument pas montrer ça. Donc au départ, il nous arrête, il me confisque, enfin il me pique en fait mes affaires, et en me promettant de les rendre, etc. Donc après, en plus, je commence une négociation pour récupérer mes affaires, puisqu'ils m'ont absolument tout piqué d'important, mon passeport, mon argent, mes carnets de notes, mon appareil photo, ma caméra, enfin tout quoi. Et, que bon, déjà pour ressortir de cet endroit libre, il faut que je passe un certain nombre de coups de fil. Mais à l'époque, bon, c'est pas. D'une, c'est arrivé à plein d'autres activistes en ville d'avoir ça, des petits frottements avec le Jabhat al-Nusra qui fait des patrouilles en ville, etc. Et puis bon, ça n'a jamais été plus grave que ça, quoi. Après, effectivement, le groupe qui nous capture, c'était vraisemblablement eux, c'est-à-dire le Jabhat al-Nusra de Raqqa, futur État islamique, qui à l'époque se reconnaît déjà plus ou moins État islamique. Mais il vous capture combien de temps après À peu près une semaine après. Les raisons de cette capture, je ne les connais pas exactement. On pourrait penser qu'en fait, ils n'en ont pas pris l'initiative eux-mêmes. Une hypothèse qu'on peut émettre, c'est par exemple qu'ils ont fait un rapport sur cet incident de sécurité à une hiérarchie qui peut être soit dans le sud du gouvernement Nora de Assaké, soit en Irak, soit même à Alep, et qui reçoivent l'ordre de nous prendre. Une autre hypothèse aussi, c'est qu'avant, ils ne se sentaient pas de le faire, ils avaient peur de le faire, ils ne voulaient pas choquer. Une semaine avant qu'on soit pris en otage, la situation politique commence à devenir très instable. Les élections du conseil de ville vraiment deviennent très très proches. Et parallèlement, des gens commencent à manifester devant ce gouvernorat de Raqqa pour la libération de leurs proches. C'est-à-dire que le Jabhat al-Nusra avait pris en otage, pas pris en otage, pardon. Le Jabhat al-Nusra avait arrêté un certain nombre de combattants anti-régime de divers groupes, dont la Liwa al-Farouk, et n'avait donné aucune nouvelle d'eux. Et il les avait pas fait passer par la cour de justice islamique qui était tenue par Heya Sharaiya. Enfin, qui était tenue par Har al-Sham, qui s'appelait Heya Sharaiya et qui était tenue par Har al-Sham. Et donc au départ, on a des femmes et des enfants qui viennent avec des calicots, libérer mon frère, libérer mon père, libérer mon mari, qui juste font un sitting. Je crois une trentaine de personnes en tout. Et puis ils sont reçus par l'émir qui va les rassurer, qui va leur dire oui, mais vous en faites pas. En réalité, parmi ces gens qu'on a pris, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont des combattants de la base, qui sont honnêtes. Et puis il y a des chefs par contre qui sont corrompus. Donc laissez-nous le temps de trier le bon grain d'ivraie et puis on renverra les gars qui sont pour rien chez eux, quoi, qui ont juste voulu combattre. Et puis il se passe rien, et alors assez vite les gens reviennent, quoi. Et donc, mais cette fois-ci, donc ces mêmes femmes et enfants reviennent et ils crient des slogans, ils ont des pancartes, et je crois le lendemain de cette manif, là ils font une autre manif mais qui part du centre-ville,
et à laquelle vont se mêler une cinquantaine d'hommes, cette fois-ci. Donc ça commence à... la mayonnaise commence à prendre, et puis ils vont devant le gouvernorat, ils ne sont pas reçus, mais ils crient. Il y a le garde qui est en faction devant le gouvernorat qui charge ses kalachnikovs. Les gens reculent, mais reviennent tout de suite. Donc on voit qu'on a des situations qui deviennent de plus en plus tendues, et qu'on a un bras de fer véritable qui s'amorce entre la population de Raqqa et le Jabhat al-Nusra. Et les révolutions, et les manifestations à partir de ce jour-là deviendront quotidiennes. Et parallèlement, moi, toujours en contact avec le Jabhat al-Nusra, j'essaye de récupérer mes affaires. Et en quelque sorte, ça matérialise le fait que eh bien, le Jabhat al-Nusra, qui avait une image de... Certes, qui faisait peur, mais il n'y avait rien à lui reprocher. À chaque fois qu'on avait dénoncé des agissements du Jabhat al-Nusra, que j'ai pu vérifier, parce que beaucoup de choses ne pouvaient pas être vérifiées, eh bien, c'était soit exagéré, soit carrément faux. Et j'ai jamais pu voir vraiment d'exaction qu'ils aient pu faire. Alors que c'était possible sur d'autres groupes. Donc les gens les craignaient, mais sans pouvoir invoquer de raison précise. Là, pour une fois, on leur reprochait quelque chose, et on leur reprochait quand même quelque chose de très important, c'est quand même d'avoir fait disparaître pas mal de monde, quoi. Alors on s'imaginait quand même pas qu'ils étaient morts, ces gens-là, on s'imaginait qu'ils étaient quelque part emprisonnés. En réalité, je pense que déjà à cette époque-là, beaucoup de ces gens-là étaient morts. On s'imaginait pas qu'ils étaient morts aussi parce que le Jabhat al-Nusra avait arrêté 3 hommes à un checkpoint, qu'il avait accusé de transporter un mortier qui était chaud. Ces 3 hommes étaient des civils, des universitaires, selon un journal libanais qui était, toujours selon ce même journal, des Alaouites de la ville de Hama. Et donc ils les arrêtent et ils les exécutent sur la place principale de Raqqa. Donc ayant fait une exécution publique, on ne s'imagine pas qu'ils aient fait autant d'exécutions secrètes. On s'imagine que s'ils tuent des gens, ils le font publiquement. Et donc Jabhat al-Nusra, plus ou moins ce qui est à l'époque déjà l'État islamique, perd son image, et peut-être 2 ou 3 jours avant notre enlèvement, ils amènent ce drapeau noir qui était ni trop ceci ni trop cela, et qui commençait à être abîmé à cause du vent qu'il faisait battre. Donc ils le descendent, et là ils mettent le drapeau de l'État islamique, qui n'est pas forcément bien assimilé à l'époque comme le drapeau de l'État islamique, mais qui est clairement un drapeau islamiste et qui est clairement associé au Jabhat al-Nusra. Et en quelque sorte, là ils affirment leur mainmise et leur prise de contrôle sur la ville. Hisser ce drapeau, c'est... Ouais, on partira pas, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous prennent en otage, et donc qu'ils nous enlèvent. Et donc, en quelque sorte, une autre hypothèse serait de dire qu'avant, ils ne se sentaient pas de le faire. Et qu'à partir du moment où, de toute façon, leur réputation était fichue, bah... ils se sont dit pourquoi pas.